On en vient du coup à la partie qui est importante, à la partie matos. Ça allait avec ce qu'on disait sur la hauteur, sur le mât, etc. La partie matos, c'est vrai que sans retourner dans la caricature du début de vidéo où on disait mais pour 14 000 de matos dans le camion, ça valait mieux, ce qui n'est même pas vrai. Ne pas se tromper, c'est important. Avec Jérôme, quand même, on a expérimenté plein de trucs et surtout parce qu'on vend du matos, c'était hyper important qu'on s'y mette nous pour comprendre les besoins de tous les gabarits, de tous les niveaux et de tous les bumps, les formes de bumps que les mecs peuvent avoir. Celui qui est à la Ciotat va pas avoir les mêmes besoins que celui qui est ici et que celui qui est en Bretagne. Et il faut comprendre comment ça marche pour conseiller proprement. Donc là-dessus, on a 3 éléments. On a un foil, mais attention, déjà un foil, c'est un mât, choix de mât, plus un avion. On a une planche, on a une rame. Les 3 sont importants. Si on fait une erreur, en fait, on va brider au niveau de l'élément le moins bon la totalité de matos plus rider. Donc, il faut essayer de ne pas faire de grossières erreurs. Donc, le plus facile, la rame. La rame, n'allez pas chercher. Là, on est obligé de faire du bon, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher un truc qui ferait 30% de carbone, vario qui se déforme de partout, pas en plastique. Enfin, tout ça, vraiment, ça ne marche pas. Surtout quand on démarre. Après, je vous dirais qu'un mec qui a un vrai déchirateur, ouais, il va s'en sortir. Il va s'en sortir par du placement, par du timing. Mais vous, non. Vous avez besoin de couple et puis après, d'avoir un truc efficace. Donc, première chose. Donc là, la rame, vario, c'est pas top quand même. Ça peut être pas trop mal parce que ça vous permet au tout début, pour tout démarrer, pourquoi pas. Vous allez trouver votre bonne longueur de rame. On dit, nous, que faut la couper par rapport à votre hauteur de 5 à 10 cm au-dessus. Beaucoup de riders sont à peu près à 5 cm au-dessus de leur taille. C'est ça, si on doit couper, on ne se trompe pas trop. Après, si vous voulez fignoler par rapport à vos habitudes, votre morphologie, on peut être grand avec des petits bras ou le contraire. Enfin, là, vous pouvez prendre une vario et vous regardez à combien vous êtes. Où vous êtes, à quel endroit vous êtes bien. Mais allez pas chercher 15 ou moins 15. Si vous allez chercher ça, c'est juste parce que vous êtes débutant et que vous ne sentez pas bien les choses. Mais autour de plus 5, en tout cas. Voilà. Ça peut être aussi intéressant. Il y a certains mecs très bons qui disent non, mais j'aime bien avoir une vario 100% carbone parce qu'en plein air, quand j'ai plus de puissance sur les très longues distances pour aller ici pomper avec la jambe arrière qui est cramée, je relance avec la rame et là, j'agrandis un peu avec la vario pour ne pas avoir besoin de me baisser. Bon, pourquoi pas. Nous, on est quand même d'accord pour vous dire que sur la rame, c'est très simple. Allez chercher, si possible, 100% de carbone. C'est pas du luxe, hein, finalement. Hein, c'est pas du luxe. Allez chercher donc du fixe. On la coupe comme il faut et collez-la plutôt à l'époxy bicomposant plutôt que de la coller avec une colle un peu à la noix. Parce que quand on commence à voir l'olive qui bouge en l'air, voire la pale qui tourne, on n'a plus de propulsion. Donc, 4 bornes de la côte. Et qu'on est à 4 bornes de la côte, implicitement. Parce qu'il y a un moment, la côte, elle est comme ça, on a un cap, on va ramer à 800 mètres du cap, mais là, quand on commence à descendre, on est vite à 4 bornes. Pas déconner avec ça. On en reparlera sur la partie sécu. Cette rame, elle a ici une pale. Alors, on va faire les choses propres, on va vous montrer. Une rame, elle a ici un shaft, ça doit être très rigide, et ici la pale. Ça, en fait, il y en a plusieurs surfaces. Il y a en général SM, LXL qui dépendent des gabarits qu'on a. Donc forcément qu'une nénette de 55 kg ne va pas prendre une XL. Pour vous donner une petite idée, dans les surfaces, un L, ça va toujours être autour entre 600 et 650 cm². Ça pourrait correspondre à un mec de 80-85 kg, on va dire. Puis après, une toute petite, une XS, ça va peut-être être 520-530. Puis une très grosse, ça va être 690. Pour un XL, un mec de 95-100 kg. N'allez pas chercher des extrêmes par rapport à votre gabarit parce qu'il y a un moment, on ne peut pas emmener une pelle très grosse, on ne mettra pas de fréquence. Et en même temps, sinon, mettre que de la fréquence et pas avoir de couple au démarrage pour se placer, ben, un gabarit lourd, ça ne va pas marcher non plus. Donc, la rame, facile de ne pas trop se planter non plus, mais renseignez-vous proprement. Il y a 2-3 marques qui marchent particulièrement bien. Comme le disait aussi Erwan sur Watersport, sur sa chaîne, les Black Project, c'est pas pour rien qu'on les importe de Maui et qu'on les fait venir de Hawaï, que c'est tout un bordel d'importation. Mais ça marche et c'est votre propulseur. Donc on est obligé de faire quelque chose de vraiment un peu abouti. Okay, ça, une rame comme ça, une rame qui va bien, c'est toujours entre 350 et pour les très haut de gamme, 650 €. Il n'y a pas besoin d'aller chercher peut-être le top du top, mais en tout cas, une rame à 200 balles, ça ne marchera pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, on parle de quoi? On va parler de la board. La board, c'est facile de ne pas se tromper parce que quand on démarre, en fait, on pourrait parler de shape et tout. C'est hyper compliqué si on s'y intéresse vraiment, mais
globalement, il faut avoir assez de largeur pour pouvoir tenir dessus et passer la puissance à la rame alors qu'on n'est pas encore beaucoup d'équilibre dans le clapot. Il ne faut pas en avoir de trop parce que trop de largeur, c'est un phénomène de ventouse et on colle à l'eau et on n'arrive pas à accélérer. Et on n'arrive pas à atteindre la vitesse de la board minimum qui permet au foil de commencer à lifter. Concrètement, un mec comme moi qui démarre, sachant que de toute façon sur le flat au début, quand vous mettez 22, 20, 21, au début on cherche son équilibre, quoi qu'il arrive. Donc, mais c'est une phase. Et quelle que soit la largeur de la board, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, moi par exemple 70 kg, une 20 de large, ça va m'aller. Jérôme il fait 95, toi tu as 22. Ouais. 22 de large. Entre les deux, il y a les 21. Après, une petite... faut pas aller trop loin. Une fille qui ferait 50 kg, on ne va pas la mettre sur 18. Parce que ça a beau être en proportion la bonne largeur, non. Elle a tellement de roulis que ça ne va plus tenir. Elle ne va pas passer la puissance, elle va avoir du mal à décoller, à ramer, à se propulser. Ça ne va pas marcher. Donc on peut pas... On va dire qu'elle est 19,5, 20 de large pour un débutant, c'est déjà les minimums. Ok. Attention par contre à la longueur. Plus c'est long, d'abord moins il y a de tangage, comme ça, sur le flat, et plus il y a de glisse. Donc la longueur, si, c'est important. Si j'ai une 20 mais qui fait 7 de longueur, 7 pieds de longueur, c'est très dur. C'est beaucoup plus dur que la même 20 de large qui va faire 8 pieds, qui va glisser beaucoup mieux, qui va accélérer beaucoup mieux. Après mes 5 coups de rame, je vais être à 3 nœuds de vitesse, alors qu'avec la 7 pieds de long, je vais être à 2 nœuds. Mais entre 2 et 3, 3 ça décolle, 2 c'est collé. Il y a quand même une longueur intermédiaire qui généralise, qui semble être efficace et multitâche, on va dire, c'est autour de 8, quoi. Voilà, alors ça évolue beaucoup, mais là aujourd'hui, c'est un sport qui est quand même un peu abouti maintenant, ça y est, on a beaucoup de recul. En Europe, pour aujourd'hui quasiment tous les gabarits, autour de 8, on est bon. Autour de 7, on a faux pour démarrer. Et il y a des planches hawaïennes qui font 9, 9,2, 9,6 pour la houle très longue, etc. Pour démarrer sur des houles qui sont très rapides, très longues, c'est pas plus accessible. C'est pour des mecs qui veulent avoir beaucoup de vitesse sur le flat pour choper les houles longues. C'est pareil, c'est extrême. N'allez pas chercher les extrêmes. Donc autour de 8 par 20 pour un gabarit de 70 kg, puis après on ajuste la largeur. Fonction forcément de la largeur et de la longueur, ça nous donne un volume. Un gabarit de 70 kg, il prend peut-être autour de 120 litres. Autour. Un débutant de 95 kg, il va prendre quoi? 130, 135. Mais ça fait toujours ça. Si on vous met la bonne largeur, ça atterrit sur le bon volume. Ouais. Dites-vous que quand même, la longueur donne pas mal de facilité. Par exemple, moi je suis pas léger. Je tiens quasiment avec la même facilité sur une 8 par 22 et 135 litres qu'une 8,6 par 19 qui fait que 110. Oui. En termes de difficulté et de stabilité, bizarrement, c'est pas les mêmes planches. Mais on est à peu près pareil. On a fait ici au CSA à des débutants, par exemple une longue 8,6 par 19, qui pourrait être un petit peu plus délicate a priori. Même pour les débutants qui sont pas trop lourds, ça reste facile. Donc voilà. La longueur, ça joue beaucoup. La longueur, ça joue beaucoup. Après, ce qui est important de voir, c'est la forme de la board. Parce que si on met... Alors déjà, surtout ne pensez pas que plus c'est gros, plus c'est facile. Non, ça va être difficile. 70 kg, 22 ou 22,5 de large, on n'aura pas... D'abord, ça ne sert à rien, mais surtout, on va avoir beaucoup de mal. On ne va pas avoir assez de puissance pour l'emmener. Donc, c'est préjudiciable. Après, par contre, la forme aussi est importante parce que Jérôme, il a raison là-dessus, mais il faut faire attention à la forme. Parce que celui qui fait 70 kg, comme je vous le disais, il y a un moment où il faut essayer d'avoir un petit peu un rebond. La planche, elle ne décolle pas comme ça. Elle va lifter d'abord comme ça, puis comme ça, là. Et on va toujours osciller. Pour qu'elle puisse osciller, donc se balancer, il faut que le nez puisse s'enfoncer un peu et que le cul puisse s'enfoncer un peu. C'est pour ça que là, on a mis pas mal de shapes différents. Vous allez remarquer que c'est pas très grave. Quelqu'un qui aurait une planche un peu surlitrée, parce qu'il a pris la planche du copain, elle n'est pas trop large, mais il y a pas mal de litres. Si l'avant est très fin et que le cul est très fin, alors très fin, ça pouvait alors dire un décroché comme vous voyez sur la F1 là, où le cul, clac, il décroche comme ça. Sur la duotone, eux, ils ont dit, on ne fait pas de décroché où on enlève du volume à l'arrière en coupant dans l'épaisseur. On fait un cul vraiment hyper biseauté comme ça, là, très fin. Ce qui fait que ce triangle là, très fin, il s'enfonce facilement dans l'eau quand on commence à pomper dessus. On a la même chose là, en fait, sur les AFS. Eux, ils ont choisi d'avoir le cul, tout d'un coup, qui est biseauté comme ça. Ce qui fait que bien sûr, la planche, on peut planter les fesses dans l'eau, on peut l'enfoncer, elle s'enfonce toute seule, elle bascule toute seule.
Et ben les nez, c'est la même chose. Donc les shapes actuels, ça le font quasiment tous, d'une façon ou d'une autre, hein, mais ils le font quasiment tous. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est important donc de comprendre que renseignez-vous quand même auprès de gens, alors c'est comme dans tout, de gens, que j'allais dire compétents, ça veut rien dire, des gens qui ont une grosse expérience de tout ça, qui ont vu plein de copains démarrer, de shops qui ont vu plein de clients s'y mettre, voire de... Il y a, sur pas mal de spots, on trouve des groupes, des petites communautés de mecs qui arrivent ensemble, qui se vont lifter ensemble. S'ils font des downwind, c'est qu'ils ont un minimum de niveau. Ces gens-là vont quand même, vous allez voir, si on les questionne, ces gens-là qui sont habitués à faire du downwind vont répondre tous de la même façon un peu à votre question. Donc vous pouvez quand même regarder. Essayez, non, ça ne sert à rien. Ça, c'est la deuxième caricature du texto, du tuto, c'est ça ne sert à rien parce que de toute façon, vous ne pourrez pas apprécier les différences au début. Donc, et même si ça se passe mieux que prévu, vous n'allez même pas le sentir. Oui, c'est mieux pour vous, mais vous ne le sentez pas. Donc, vraiment, l'essai, c'est pas comme une wing, on le prend, on dit, ah ouais, j'aime bien. Non, là, on ne peut pas savoir. Donc, ça ne marchera pas. Donc, les boards, c'est vraiment un peu cadenassé comme ça pour l'instant. Maintenant, les foils. Les foils, d'abord, les foils, c'est deux choses, parce qu'il y a le mât. Donc, le mât, plus il est fin, moins ça va tirer d'eau. Plus il est court, moins ça va tirer d'eau. Et pour atteindre nos 3 nœuds de vitesse sur l'eau avant que ça décolle, bah, c'est important. Donc, oui, on favorisera des mâts courts. Plutôt 75 quand on démarre, bien sûr, oui. 85, non. Non, 85, non, c'est compliqué, ça tire de l'eau. L'avion, il est très bas, l'énergie de la vague passe au-dessus de l'avion. Non, c'est plus compliqué. Donc, il y a une vraie différence. Hein. Donc, 75, oui, mieux. 80, tolérable. 85, on se met tout de suite une aiguille dans le pied. L'épaisseur du mât, ben oui, si on prend un 14 d'épaisseur, ça glisse mieux qu'un 16. Attention au fait que comme on a des avions au départ quand on démarre qui sont très larges en span, ils ont tendance à vouloir mettre beaucoup de torsion sur le mât et aussi de la flexion. Donc on a un problème, c'est que, pardon, la flexion et la torsion. Vous ne pourrez pas non plus mettre des mâts très 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 fins. Parce que même s'ils sont en ultra haut module, il y a un moment où quand même, si vous avez 142 spans sur votre aile avant qui est immense, il va y avoir trop de flex de partout. Donc, au début, allez chercher des mâts entre 14 et 16 mm d'épaisseur, 75, on est bien. Pas d'extrême. Au niveau du foil, peut-être un truc intéressant à dire, c'est que au tout début, il faut mieux surtailler un petit peu la taille du foil, plutôt que l'inverse. On est toujours un petit peu optimiste, un peu trop. Ce qu'il faut, c'est quand vous commencez à ramer un petit peu fort, que vous sentiez la pression de votre foil sous les pieds. Même si au final il est un peu gros et qu'il vous embarque un petit peu, au moins vous allez sentir qu'il se passe quelque chose. Oui. Si jamais vous arrivez jamais à atteindre la vitesse qui vous permet de sentir une pression sur le foil, ben en fait vous ne progresserez pas. Donc voilà, allez pas trop loin dans le petit foil, n'hésitez pas à prendre gros, quitte à le revendre plus tard. Ouais. Mais ça vous évitera de vous dégoûter, quoi. Là-dessus, on va vous donner des indications. Ça, par exemple, chez du Houghton, ça c'est une 1750. Ce qui a marqué là, la taille, on s'en fiche un peu. Hein. Ce qui est très important, c'est le ratio. En subfoil, il nous faut du ratio. N'allez pas chercher des pelles qui ont un ratio de 6 qui font 1500. Sans déconner, on a nous-mêmes expérimenté, ça ne marche pas. Il faut du ratio, il faut que quand même, on est quand même dans des ratios de 12-13, mais en dessous de 9-10 de ratio, c'est pas assez. Donc là, c'est un peu exclusif du coup. Là, c'est une 1750. Alors, 1750, nous, on recommande ça pour des gens qui démarrent et comme Jérôme, qui vont faire 90 kg plus. Ouais, ça va être facile. Mais est-ce qu'on va le recommander pour quelqu'un qui fait 60 ou 70 ? Non. Non, parce qu'on en a fait aussi l'expérience, pas seulement nous deux, hein, avec plein de copains, plein de clients, plein de gens, des groupes de rames avec lesquels on est. Ça tire beaucoup d'eau. Et c'est quand même, ça a beaucoup de puissance, donc ça va cabrer, mais on n'arrive pas à avoir la vitesse après pour même basculer. Donc c'est compliqué. Donc ça, c'est bien pour un gabarit lourd. Un gabarit léger, il va peut-être démarrer avec le même ratio, voire un peu moins de ratio, mais peut-être à 1400, 1500. Ça va suffire si on a du ratio. Si on a 14 du ratio, comme on va dire l'AFS Enduro là, qui vient de sortir, 14 de ratio, la 1300 qui est la plus grosse, qui fait quand même 110 de span d'envergure, elle va suffire pour un gabarit de 75-80 kg sans problème. Parce qu'en fait, on est en train de parler de surface, alors qu'en fait, on pourrait quasiment parler que de span. Vous allez voir que toutes les ailes, ça fait 135 de large.
Mais toutes les ailes qu'on a derrière nous, regardez bien. Les AFS, là, pur achat. De la même façon que on a là les F1, là, les deux F1, l'Eagle, l'Eagle X. On est toujours sur des ratios de plus de 100, des envergures de plus de 100 cm. Après, ce qui va faire la surface, c'est qu'on a plus ou moins de cordes. Et donc ça va permettre, ça c'est après une question un peu de niveau et de poids. Mais du coup, moi 70 kg, je vous le dis, j'ai commencé avec un ratio de 8 et une 1600. C'était beaucoup plus dur, finalement, que de démarrer avec le 1290 Eagle, là de chez F1, qui a levé mes 70 kg largement, qui m'a permis de ne pas traîner d'eau et d'être capable d'accélérer parce que je ne traînais pas d'eau, donc d'atteindre ces 3 nœuds de vitesse minimum. Le Eagle, il a quel ratio? Le Eagle, celui-là, il a 10 de ratio. D'accord. Les ratios, c'est toujours écrit maintenant sur les ailes. Hein. Il n'y a pas besoin de les mesurer, de diviser ça par ça. C'est marqué toujours. Hein. Donc, ça, c'est 12. Ça, l'Eagle, c'est 10. L'Eagle X, c'est 12. L'Eagle X, il existe qu'en 1000, donc non. Même si vous faites 65 kg, non. 1000 Eagle X pour démarrer, non. Pas assez de cordes, pas assez de portance, on ne sent pas grand-chose. Le 1290, oui. Le 1300 Enduro, lui, attention, il est beaucoup plus puissant que le 1290 Eagle, alors qu'ils font la même surface, parce que lui, il a 16 de ratio. Ok. Donc une fois que vous avez compris ça, on en parle ensemble après, mais faites gaffe à trouver le compromis entre ce que ça va porter et ce que ça va tirer comme flotte, qui peut-être va vous empêcher d'atteindre ces 3 nœuds de vitesse minimum sur l'eau pour que ça lifte. D'accord? Bon. Une fois qu'on a dit ça, il y a la bascule. Donc il y a aussi un truc important dans le mât. Parce que il y a un peu de... Comment dire? Ceux qui sont issus du wing foil ou du wind foil, ou qui connaissent un petit peu les réglages de foil, vont dire « Ouais, mais attends, le matos, c'est pas tout, il y a le réglage. » Et on y vient. Le réglage, ils vont vous dire « Ouais, mais on a beau avoir une aile comme ça. Après, il faut la faire basculer de l'autre côté. Donc, c'est un petit peu compliqué. » Oui. Alors, il y a des moyens de tricher, mais ne vous perdez pas là-dedans. En deux mots, tout le monde vous dit « Ouais, mais attends, tu le mets où le mât dans le boîtier de ta planche? » Ok. Et derrière, est-ce que ça vaut le coup de mettre des cales de rec? Les cales de rec, c'est ce qui va changer l'incidence de votre planche quand le mât est à zéro dans l'eau. Quand le mât est à l'horizontale, quand l'avion est à l'horizontale, est-ce qu'on va avoir un nose down comme ça ou au contraire, on va avoir le nez qui va partir vers le haut? Peut-être une petite règle de base si vous ne savez pas. Normalement, déjà, si vous achetez la planche de la marque avec le foil de la même marque et que vous mettez tout à zéro, vous avez quand même beaucoup moins de chances de vous foirer. Voilà. C'est déjà une bonne leçon. C'est bien. Après, ça reste compatible. C'est-à-dire qu'on a fini avec les planches qu'on est rocker de ouf, parce qu'on arrive à caler. Les cales de rec, ça va jusqu'à, pour être raisonnable, jusqu'à 1,5, moins 1,5. Mais si on a 4 degrés d'écart entre la planche et l'architecture du foil, en fait, c'est foutu. Surtout dans un sport sensible, comme celui-là. Bon, derrière, admettons même qu'on prenne, je sais pas, on prend une planche F1 et on prend le mât F1 qui va bien tout avec. Bon, sur le papier, on n'a pas besoin de toucher à rien sur le rec. Mais on peut quand même, alors ça c'est pour votre culture, on peut s'aider un peu avec des cales de rec. Admettons qu'on ait des toutes petites vagues grandes comme ça, des tout petits bumps, et que vous ayez besoin de sentir la sensation que ça veut quand même décoller. Et là, on va mettre une cale de rec. On peut mettre, allez, je ne vous dirais pas 1,5, c'est brutal 1,5, mais une cale de rec de 1 degré en mettant l'épaisseur à l'arrière. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'en fait, vous allez décoller un peu plus facilement et après, quand vous êtes en l'air, vous avez le nez qui tombe facilement dans la pente. Donc non seulement ça décolle plus facilement, mais après, la transformation, le fait de basculer, la bascule se fait mieux. Quand on gagne quelque chose, vous me dites, bah là, on met tout le temps la cale de rec. Non, parce que ce que vous gagnez quelque part quand on est débutant, après on le perd parce qu'en fluidité, parce que après on a l'avion qui est braqué un peu différemment, on a la planche qui est vers le bas. Donc ça veut dire qu'après on a beaucoup de pieds arrière. C'est-à-dire que pour essayer de pomper, ça va être très physique sur la jambe arrière et ça va être moins efficace. Donc le débutant, il peut mettre la petite cale de rec de moins 1, de moins 0,5. Ça se trouve partout dans le marché, ça vaut 15 € à peu près une cale de rec. Ça va vous aider à sentir. Après, par contre, il ne faut pas la garder ad vitam aeternam parce qu'on bride un petit peu le potentiel de l'avion et surtout, on va se faire éclater la jambe arrière si on pompe longtemps, dans une distance un peu plus importante. Ok, surtout une cale de rec à l'avant. Putain, à l'avant, je vous dis, à moins de devoir compenser le rec d'une planche par rapport à un foil d'une autre marque et qu'on est un peu en délicatesse, on ne met pas l'épaisseur à l'avant. Parce que là, quand on est débutant, on se met un peu des bâtons dans les roues. Bon. Essayez, ça vaut 15 balles. Mais quand je dis ça, attention
Jérôme, on a souvent vu des gens qui sont en échec à chacune de leurs sorties. Bah oui, c'est normal, vous ne volerez pas avant 15 sorties. Mais qui incriminent le matos à chaque fois et qui vont changer leur réglage à chaque fois. Alors, ça veut dire, j'avance dans le boîtier, je mets une cale de réclat, puis là, puis machin. À la fin, c'est jamais le même réglage et on ne comprend rien. Donc, faites confiance aux gens qui pratiquent déjà depuis longtemps. On cale tout ça. Et là, maintenant, on essaye de faire le deuil du vol pendant 15 séances en disant, je ne remets rien en question à part moi. Il va falloir que je sois courageux, je fasse l'effort. C'est pour ça que c'est mental. Psychologiquement, c'est dur. Hein. On sort de l'eau 1h30, on n'a pas volé 3 fois de suite, 5 fois de suite. Mais vous allez voir qu'on progresse, on sent qu'on progresse. Et un jour, ça vient. Ça marche par déclic. Vraiment par déclic. C'est des marges de progression. La marge de progression, c'est premier déclic, le décollage. Oh, ça a voulu décoller. Mais on n'a jamais réussi à la bascule. Deuxième, j'ai décollé, mais j'ai basculé dans la pente. Et donc là, j'ai fait 15 mètres. Puis là, je suis retrouvé dans une montée. Ça a retouché. Troisième étape, la même chose. Mais en plus, on est allé perpétuer le vol. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des descentes pour faire cette fois-ci 300, 500 mètres. Je vous dis que là, on est sauvé. C'est-à-dire que ce que vous avez réussi à faire sur 300 mètres, 500 mètres, vous allez vite réussir à le faire sur 2 bornes, surtout si les conditions sont facilitantes. Attention à ne pas vous décourager parce qu'à 2 jours près, on a les vagues dans le même sens que la veille, avec le même taille de houle, le même vent dans la même direction. Il y a un jour, on y arrive, le lendemain, on n'y arrive pas. Ce n'est pas vous qui êtes mauvais, ça se joue à peu de choses et on croit que c'est pareil, mais non, il suffit d'un clapot un peu plus croisé, une forme de houle un peu plus longue, plus de fréquence. Pas de contre-bump verticaux, mais au contraire, une houle longue et ronde, rapide. Ça, c'est dur. Donc, on croit que c'est pareil, mais non, c'est différent. Donc, acceptez l'échec. Un petit truc sur les réglages. Je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de comprendre son matériel, même s'il n'est pas totalement parfait et totalement bien réglé. Il vaut mieux comprendre et compenser que de changer à chaque sortie les réglages et ne jamais rien comprendre du tout. Voilà. Commencez par comprendre votre matériel, ensuite vous attaquerez les modifications. Quel cauchemar pour vous et pour nous, en effet, de voir des gens qui passent leur vie à incriminer le matos et qui veulent tout changer. Mais il y en a qui sont capables de faire 3 sorties, vouloir changer de planche. 3 sorties, ils veulent changer de foil. Puis encore 3 sorties, ils changent de rame. Une fois qu'ils ont tout bien changé, on change tous les réglages. L'avancement du foil dans le boîtier, le rec, le machin. Non, vraiment sans déconner, une fois qu'on est calé, on l'identifie, on se le fait vérifier par des gens qui savent. Une fois que c'est parti les mecs. 15 sessions, on ne réfléchit pas, on se remet soi-même en question seulement en se disant c'est juste une question de temps, 15 fois 1h30 et ça marche. Le petit gros, le tout vieux, le tout jeune, la gamine de 17 ans, ouais, 17 ans depuis des gamines, mais enfin tu vois, finalement on est tous un peu égaux devant ces 15 sorties minimum à faire où on ramasse avant que ça marche. C'est pour ça que c'est élitiste en fait. C'est pas élitiste parce que c'est physique, c'est technique ou je sais pas quoi. C'est élitiste parce qu'il nous faut 15 sessions pour voler et pour que ça marche. Ok ? Bon. Là-dedans, on va essayer d'accélérer pour pas que ça prenne trop de temps. Pour finir, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout ça, il y a quand même en 2025 des aides pour pas vous décourager. Et même des aides pour après, même quand vous savez ramer, que ça se passe mieux. Il y a la Parawing qui sort. Pour ceux qui ne savent pas, le petit parachute là. Qu'est-ce que ça change ? On a essayé. Ce qui change, c'est que c'est une aide vraiment au démarrage. Alors, il ne faut pas oublier de prendre la pagaie si vous faites un downwind, hein, parce qu'il y a un moment, il faut pouvoir se réaxer. Hein, ou s'il n'y a plus de vent du tout, il faut bien pouvoir se propulser. Donc, vous pouvez prendre une petite pagaie que vous mettez dans le sac à dos, etc. Quand vous partez, c'est simple l'histoire, vous allez avoir une traction devant. Vous êtes full vent dans le dos, et puis il y a un moment, on a ici une petite résistance, et on va essayer dans une descente, de pomper en tirant un peu pour réussir à se propulser dans la descente.
Enfin, il y a quelques marques qui font ça. Les tailles, ça va de globalement 1,5 m² jusqu'à 4 m². Nous, on a essayé autour de 3 m². On trouve que c'est un très bon compromis en aile unique pour se sortir un petit peu de tout ça. Ça vole 15 nœuds, c'est difficile, mais à partir de 18-20 nœuds, une 3 m², ça permet de se sortir. Ça fait un peu du travers. Ça remonte même un peu au vent. Par contre, ne vous dites pas, ouais, je vais voler comme ça, comme en wing. Remonter, c'est dégueulasse. Hein. C'est une aide pour se sortir en downwind, ou ça peut être aussi une aide sympa pour aller vous mettre à 3 bornes au milieu de la baie, là où il y a les bumps, et dès que vous êtes dans les bumps, on ferme le parachute et on glisse. Puis après, peut-être en fin de downwind, on se replace pour finir à la plage. Pourquoi pas? Bon, on est un petit peu au début de la parawing, hein. C'est les premières, elles fonctionnent, mais je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux. On sait notamment que toutes les grosses marques, enfin tout le monde en fait, travaille sur le développement de ça. Et on devra avoir dans les 6 mois qui viennent, des trucs vraiment intéressants à essayer. Oui. Alors, ne vous précipitez pas, parce que là, pour le coup, on a essayé pas mal de proto, de pré-séries de marques qui disent qu'ils ne veulent pas en faire. En fait, ils se renvoient un peu tous la balle. Dis donc, toi qui fais le désel à caisson, moi, je vais vendre les foils et les boards, et toi, tu me développes... c'est comme un faux de co-branding déguisé. Toi, tu fais le para-wing, et puis comme ça... on fait naître enfin ce sport. Non, en fait, ça c'était la discussion d'il y a 3 mois. Tout le monde travaille aujourd'hui, toutes les marques majeures, sur une para-wing. Pas rater le coche là-dessus, parce que ça peut partir, et si ça part, ça emmène en même temps la vente de foils et de boards spécifiques. Ça peut être une très belle solution pour tout le monde. Attention au fait que... Alors donc c'est printemps, hein. On est d'accord à peu près là. Avec un peu de chance. On a fait le tour de toutes les popotes. Nous-mêmes on a participé à 2-3 trucs pour que ça aille un peu plus vite. L'idée c'est qu'au printemps on devrait avoir une offre, pas pléthorique, mais les majeurs vous proposez quelque chose. Voilà. Attention à un truc, on disait avec Jérôme, c'est bien d'essayer les parawing et tout, mais on a dit ouais c'est sympa, mais putain c'est un peu triste. Alors ouais. Ne vous privez pas, même si vous démarrez par le parawing, parce que ça va être tentant, si vous achetez une petite parawing, ça va valoir entre peut-être 500 et 1000 balles, en fonction des marques. Ok, une BRM, parce que c'est importé d'Hawaï, ça vaut 1000 balles, et après des marques un peu low cost, ça va valoir 500 balles, puis entre les deux, vous allez avoir des majeures européennes. On se prive d'un truc, si on part en parawing, le plaisir de partir à la rame et de basculer comme ça dans la pente, comme le take-off en surf, on perd 50% du plaisir. C'est un vrai plaisir de pouvoir s'axer. On met les bons coups de pagaie au bon moment et on part dans la pente. Et bien ça, ce départ dans la pente, c'est un plaisir dont on se prive énormément avec le petit parachute. Et je dirais, c'est comme en surf. Ceux qui surfent savent à quel point le moment du take-off, c'est quand même aussi super addictif, au moins autant que le reste. Donc, même si vous commencez avec la parawing, ne vous privez pas après d'accompagner l'effort en deuxième partie de session un peu avec la rame. Allez ramer aux 300 mètres après pour réussir à faire des démarrages. Vous aurez fait les deux. J'ai volé en pleine mer, puis je me suis tapé un peu de démarrage. Faites-le. C'est un peu la même discussion que le vélo électrique en fait. Ouais, le exactement. plaisir de l'effort, c'est aussi un vrai plaisir finalement. C'est assez parlant ça, je pense. Ouais. Exactement. Bon, de toute façon, on peut faire les deux, électrique, pas électrique, parawing, pas parawing. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de tout faire finalement. Oui. Et alors, donc pour finir, la dernière chose, c'était l'ogive. L'ogive électrique. Alors, on s'est rendu fou là-dessus. Pour tout vous dire, on a fait des visios au mois de février 2024 avec 9 marques au salon de Düsseldorf, salon nautique. Toutes les marques qui amenaient un truc en disant « moi j'ai une ogive », parce qu'on ne pouvait pas y aller et parce que c'était finalement plus compliqué que de faire des visios. On a fait des visios avec les constructeurs de ces ogives pour nous les distribuer. En disant ça va être un game changer pour ceux qui ont du mal. Et puis, si jamais ils n'arrivent pas à la rame, ils coupent l'effort au bout de 2 bornes. Et puis, ils finissent avec l'ogive. Et puis, c'est pas si mal. Alors, on y croyait beaucoup. Ça ne voulait pas venir. On connaît les marques qui étaient foil drive. En dehors du fait que ce soit cher, c'était quand même pas très ni efficace, ni surtout très durable. Beaucoup de problèmes de SAV. Là, on a eu entre les deux Stoke. On est presque, à un moment, on voulait partir avec Stoke. Oh, putain, c'est lourd, c'est sur le plan hydrodynamique, c'est un frein incroyable parce que c'est lourd, ça déséquilibre la planche. Bon, on s'est dit, pas génial. D'autres, divers et variés. Aujourd'hui, c'est pas abouti, clairement. Entre le prix qui est pas bon, la durabilité qui est pas bonne et le fait que c'est gros, vulgaire et que, pour finir de décourager le tout, nous, on a eu ce problème, c'est carrément un problème de sécurité puisqu'on avait des pertes d'appairage entre la télécommande et l'hélice qui tourne en dessous. Là, on a commencé à dire faut lever le pied parce que là, on commence à mettre en danger les mecs. Quoi. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est au cette année, on l'attend comme une solution? C'est moins vrai peut-être
On ne sait pas, hein, mais peut-être que l'été prochain, on dira non, mais même si ça sort, on n'en veut pas. Parce que même si ça marchait, que ça valait 2000 balles, ben en fait, le seul truc que ça pourrait apporter, ça, c'est le jour où il y a zéro vent, zéro vague, on va aller faire comme de e-foil. Et vous le savez comme moi, le e-foil, si vous en avez déjà fait. On vous prête un e-foil, 20 minutes. On dit, ah, c'est marrant, je vais essayer. On vole au-dessus de l'eau, ça fait 40 kilos. Hein. On a le problème du poids aussi. C'est pas très drôle, on vole sur du plat, il y a très peu de sensations. Et puis, bon, on ne peut pas faire une courbe serrée, hein, c'est sûr. On ne va pas surfer avec un truc de 40 kilos. Pas bien adapté l'histoire. Et donc, en fait, si c'est pour faire du flat, quel que soit le truc qu'on met en dessous, on s'emmerde. S'il n'y a pas une ride sur l'eau, c'est gentil. Si, le seul intérêt, c'est un peu ce qu'avait dit Adou, et j'aimais bien, ça me faisait envie, moi aussi. C'était beau sa vidéo, mais c'est à condition très rare, c'est pas de vent, pas de vague. On prend l'ogive, on va aux 300 mètres ou à 400 mètres, et là, on va choper une micro-vague comme ça, et on peut revenir en surfol dessus. Génial, mais ça arrive 2 fois dans l'année, et surtout pas partout dans le monde. En fait, il faut imaginer que ça dépend beaucoup de votre spot. Il y a des spots oui. où les vagues sont dures à atteindre, ça peut avoir du sens. Des spots où les vagues sont très loin, où il n'y a pas de vent. Des spots où les vagues sont très rapides. Ce sera plus ou moins utile en fonction de là où vous naviguez. Quoi. Et ce qu'on a vu surtout, c'est qu'en essayant le para-wing, on s'est dit ah ouais, mais dans tous les cas, je préfère partir avec ma board tout light, tout bien, hyper équilibré. Je pars avec le para-wing. Tant pis, je me colle un petit bord de travers. Il y a 18 nœuds, bon, bah, très bien, je me mets là-bas. Mais une fois que vous l'avez fermé, vous n'avez plus rien dans les mains. Et c'est quand même beaucoup plus sympa, même en logistique, que de prendre votre truc. On boulonne tout, on serre, on machin. Est-ce qu'on a la batterie? Appairage batterie, oui, ah merde, plus de piles dans la... En fait, pour nous, sans vouloir condamner rien, mais on a trouvé que l'ogive, on n'était plus dans l'esprit nature, sport qu'on aime. En fait, on est dans la technologie, ça y est, et on est dans l'alourdissement de tous les supports. Donc, on ne dit pas qu'on condamne, mais de la façon de laquelle ça existe aujourd'hui, on n'est pas preneur. Et les clients ne le sont pas, puisqu'on a dit, bon, on veut bien rentrer une stock, une foil drive, si vous voulez, si vous nous les commandez, mais malheureusement, après essai, finalement, les gens n'ont pas concrétisé l'achat. Ça veut bien dire qu'on n'est pas au bout du truc. Donc aujourd'hui, est-ce que ça aide à à être une sortie de cauchemar pour le Subfoil Downwind en 2025? La réponse aujourd'hui, c'est non. Mais on ne condamne pas, puisqu'on peut avoir tort dès le printemps prochain, où on nous sort une super ogive hydrodynamique qui fait juste 2,6 kg à 2500 €. Auquel cas, j'y crois. Mais parce qu'on travaille le dossier tout le temps, on sait que pour l'instant, ça n'arrivera pas. Voilà. Il nous fallait finir par la partie sécu. Parce que tout ce qu'on vous a dit là, c'est du pipi de chat par rapport au chapitre sécu qu'on aurait dû peut-être faire même dans les 20 premières secondes. Le Subfoil Downwind, par essence, n'est pas un sport vraiment de plage. On s'en sert comme un sport de plage pour faire des démarrages aux 300, mais il y a un moment où, de toute façon, vous allez vous retrouver un peu en mer. Ça implique plein de trucs, tout ça. C'est d'abord qu'on a une planche qui fait 100 litres, c'est pas une planche de 130 litres, ça flotte pas pareil. Il faut pouvoir tenir, je suis à califourchon dessus si on a une crampe. Il faut être capable, si jamais le leash pète. Il faut toujours se dire, on peut avoir un problème matos. Certains sont partis de l'île du Levant, il y a 20 bornes pour arriver ici, ils ont pété au 3e coup de pagaie en pleine mer la pagaie dans l'aile avant du foil. Plus de propulsion. Il faut penser à tout ça. Donc il faut penser aussi à un truc, on peut casser un leash, ça arrive souvent, ça, le leash qui se dégrafe pour certains, le leash qui pète quand il est vieux, qu'il n'a pas été changé, ça peut arriver. Mais la planche qui s'en va égale, on est tout seul en mer avec une rame. Et on regarde la côte, c'est 4 bornes. Bon, déjà, attention, est-ce que vous êtes confortable avec ça, avec la mer, avec le fait que quand on part, il y a toujours un peu de vagues et un petit peu de vent. Il faut savoir un peu nager aussi. Est-ce que vous savez nager au moins 300 mètres ou peut-être 2 bornes pour sauver vos fesses ou peut-être 10 bornes? Ça ne va pas induire les mêmes engagements dans vos premiers downwind. Donc déjà, premier downwind, commencez par voir comment ça se passe. Parce que moi, je vous le dis, quand ça ne décolle pas, 4 bornes, 1h30. 1h30, t'arrives, t'es fatigué. Parce que, à la différence de nous maintenant qui mettons 4 coups de pagaie, ça part. Et la seule chose qui est un peu cardio, c'est de réussir à pomper pour avoir les bonnes descentes et se faire plaisir en carving. Au début, ce que moi j'ai vécu il y a 4 mois, c'est quoi? C'est 5 premiers downwind, 4 km à la rame. Mais à la rame comme ça, avec la planche qui tombe, et moi qui tombe aussi, la planche qui bouge, tout compliqué. Donc pensez à ça, faites gaffe à ça. Quand on a ça de houle à 300 mètres, on a le plafond à 4 bornes de la plage. Et ça va très vite de se faire lifter par un groupe de copains qui vous disent « Nous, on va là, on t'emmène ».
Ouais, on t'emmène, mais eux, ils savent faire. Toi, tu sais pas faire, tu te retrouves jeté au milieu. Sauf que là, la côte, elle est un peu ronde. Quand tu te jettes du cap, tu vas ramer 800 mètres. Il y a un moment, là, dans la traverse, tu vas te retrouver peut-être à 4 bornes de la Terre. De là, de partout. Donc, pour ça, réfléchissez, projetez-vous. Donc, on y va pas à pas. Jamais à un moment on passe d'un 4 bornes à un 8 bornes. Jamais on va démarrer avec des endroits où on est à 3 bornes de la plage. Jamais on va partir tout seul sans dire ce qu'on fait aux autres. Faites gaffe à ça. Donc, première chose, on estime ses capacités et les conditions du moment. 2, on prend la météo. On prend la météo, c'est vraiment, s'il y a un moment, dans tous les sports nautiques, on prend la météo, c'est dans ce sport-là. Ça change, ça bouge, on passe un cap, le courant il est comme ça, l'air il passe comme ça, les bumps, il y en avait, c'est flat. Le downwind que météo. vous avez fait à midi, si vous le refaites à 14h ou 16h, ce ne sera pas le même. Bien sûr. Pas la même difficulté, pas les mêmes vagues, rien à voir. Encore plus s'il y a des marées. Parce que là, les marées égale courant, égale forme de bump, etc. Donc gaffe à ça. On est dur là-dessus parce que il y a quand même eu cet été pas mal de mecs qui ne sont pas des vrais débutants. Alors, débutants, de toute façon, on ne va pas se jeter à 10 bornes. Bon. Mais c'est comme dans tous les sports, vous savez, c'est quand on a commencé à passer la partie du décollage, on arrive à voler un peu, on se sent pousser des ailes et on dit, bon, là, on va faire un downwind. Ouais, c'est à ce moment-là que ça tape. Pourquoi? Alors, on a plein qui ont fini quand même avec la SNSM, l'hélico, le machin, limite de nuit, énergie zéro, froid maxi, etc. Enfin, le truc qui arrive à tous les gens qui se perdent en mer. Ok, donc, pour tous. Bon, d'abord, SNSM, c'est pas ce qu'il faut appeler, ce qu'on appelle, c'est le cross. Donc, le cross, c'est le 196. Enregistrez ce numéro dans votre téléphone, parce que avec la dictation, vous dites... vous demandez d'appeler le cross, il va le faire. De temps en temps, on a les doigts mouillés, le téléphone ne marche plus sur les écrans digitaux. Gaffe à ça, enregistrez le numéro. Bon, deuxième truc important, c'est quand vous allez partir, partez pas à poil. On part avec le minimum pour pouvoir passer peut-être 3 heures dans l'eau. Le 1h30 de descente où ça décolle pas, si ça se trouve, c'est 3 heures. Donc, partez pas avec un short et un lycra, même si c'est en plein été. Partez au moins avec un shorty. C'est important de ne pas se tromper. Deuxième truc, on part avec quand même quoi? Un gilet de flottaison. Alors, une impact veste, oui, mieux, carrément un gilet 50 ou 100 newtons. Donc, il y en existe des 100 newtons chez Secumar, ça marche très bien, qui sont vraiment spécifiquement faits pour des sports nautiques. On a besoin d'énormément de flottabilité, d'accord? Le truc important, nous, on conseille de mettre des casques. On met des casques, comme ça, là. Pourquoi on met des casques? Parce que quand on débute, on a des appuis à la con. Donc, on se rate fort et on a quand même des ailes comme ça, là, qui dépassent de partout. C'est bien de mettre un casque, vous allez voir. Quelques plongeons en avant, en arrière et tout, pas mal. Mais même quand on progresse après, alors on n'en met pas nous maintenant quand on fait des downwind où ça bump pas très fort, etc. Mais hier encore, là il y avait vraiment un peu plus de taille hier. Ah ben oui, parce qu'on cherche à appuyer, on cherche à mettre des courbes, des machins, se replacer dans des pentes et tout. De temps en temps, ça décroche. Prend des tôles monstrueuses. Mais le machin, il suit derrière et vous avez un leash. Donc, c'est pas du tout débile de mettre un casque. Ça va être bien. Derrière le casque, nous, on a des... Alors, là, il y a plein de manières. On a des petites pochettes maintenant étanches, comme ça. Ça. Pochette étanche. Nous, on a mis des trucs dedans. Alors, si vous voulez le faire avec un gilet, dans les gilets impact, il y en a qui ont des poches. Il faut des poches. Pourquoi? Il vous faut, au minimum du minimum, un téléphone. C'est le minimum. On peut l'avoir par une montre, à la condition que ce soit une montre qui va bien. Une Apple Ultra, par exemple, ça marche quand même plutôt mieux qu'une iWatch de base. Parce que là, moi, je vous le dis, le micro, il ne prend pas beaucoup. L'écran digital, ça ne marche pas trop bien en mer. Donc, bon, l'Ultra, ça va mieux, mais c'est moins bien qu'un téléphone. Le téléphone dans une poche étanche et la poche étanche avec un petit cordon relié au gilet. On ne va pas le perdre dans l'eau, on ne va pas le perdre des mains. Je vous rappelle que ça bouge en mer. Quand on est même assis sur la planche, t'entends, on est à califourchon sur la planche, on se fait virer. Donc si on est en train de téléphoner, le téléphone il part à l'eau. Bon. Donc toujours tout sécurisé avec des petits cordons. Donc celui qui ne veut pas la petite banane, il fait des tout petits downwind. Ouais d'accord, il met quand même au cas où il se fait mal, où il a une crampe, ou juste en fait il n'a plus d'énergie, ça arrive. Petit téléphone dans une poche étanche, sous la combi devant. Bon d'accord. Le truc au-dessus, c'est soit un gilet, soit une banane étanche. Banane étanche. En plus d'avoir une montre ici, moi, si je vais loin, je mets le téléphone là, à l'intérieur, étanche, dans la pochette. Et puis de temps en temps, le téléphone, si vous passez sous une falaise ou au dos d'une île, capte plus.
capte plus. On est à, sans déconner, ça nous est arrivé à 50 mètres du continent, en bas d'une falaise, parce que l'antenne, elle est beaucoup plus loin en haut. Le signal, il passe pas. Je suis en bas de la falaise, je capte pas. Une VHF, ça vaut 59 balles. On la met dans une pochette étanche à 10 balles. Et là, on parle à la totalité de la mer et au cross, sur tout ce qui est plat. Donc, la VHF, ça vous permet, sur le canal 16, de contacter tous les bateaux autour qui, en théorie, sont tous en veille. Et le cross. Et d'avoir une réponse plus rapide peut-être que le téléphone portable dans un premier Vous temps. faites le 16, vous demandez le cross vous prend. Ils vont envoyer sur vous un secours, si vous le demandez, bateau ou peut-être un hélico ou autre. Donc ça vaut 59 €, c'est bien aussi de l'avoir. Bon, quand on vous cherche, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis Sialum. Sialum, c'est les petits bâtons là, qu'on casse, qui sont visibles pendant 12 heures la nuit. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça vaut 12,90 €. On le met dessus en plug. C'est quoi? C'est une flashlight. La flashlight, c'est ce qui fait que l'hélico, il va démarrer. Si vous êtes paumé de nuit, quelqu'un appelle, on dit il a une flashlight, il décolle. Mais si vous ne l'avez pas, il ne peut pas décoller, il ne vous verra pas. Même à 30 mètres au-dessus de vous, il ne vous verra pas. Donc la flashlight, putain, 12,90 €, ça dure 5 ans, hein, parce qu'il n'y a pas de pile avec retournement. C'est un boîtier étanche. Vous appuyez dessus, ça se met en route. Bon, un sifflet. Le sifflet, il se met ici. On siffle. Pourquoi en fait on veut le siffler? Parce que quand le pote, il passe, on ne se voit jamais. Quand le pote, il passe à 50 mètres de vous, vous êtes entaillé la jambe, vous avez une hémorragie, le mec, vous peut hurler tout ce que tu veux, s'il y a du vent, il ne t'entend pas. Si par contre, tu as le sifflet, si tu siffles fort dedans plusieurs fois, c'est sûr que le mec, il sait que c'est pas normal. Il vient te voir. Le bateau qui passe, il vient te voir aussi. Le sifflet, ça vaut 1,90 €. Mais qui va tenter de ne pas le mettre? Personne. Il faut le mettre. Bien sûr qu'il faut le mettre. Bon. Déjà, là, on est pas mal. On a un truc qui est bien. Nous, ce qu'on aime bien, pour être vus entre nous, on part ensemble en on-win, on ne se voit pas. Tiens, regarde. Hop. Moi, j'ai toujours, en fait, un lycra fluo. Parce qu'on me voit de loin. Et de jour, l'hélico, s'il est au-dessus, il me voit mieux si je suis en orange que si j'ai rien. Encore un truc. Vous allez me dire qu'il y en a trop. Ça, c'est de la bande autocollante qu'on trouve partout sur le web. Ça, un rouleau comme ça vaut 4 €. Mais quand on le colle, ici, sur la planche, de temps en temps, vous voyez, moi j'ai des planches, une planche noire par exemple. Certains ont une planche bleu ciel. Aucune chance qu'un hélico, un drone, personne ne vous verra. Si maintenant, on en a discuté avec les secours, je ne vous dis pas ça par hasard, les mecs du cross qui ont l'habitude d'intervenir vous disent, mais dans le soleil, avec ça, là, en fin de journée, avant la nuit, on vous cherche, ça réfléchit les lumières qu'on balance de l'hélico, voire les rayons du soleil, on va vous voir alors on serait passé au-dessus de votre planche noire sans même vous calculer. Donc voilà, ça c'est important. Donc sur cette planche-là, sur le pont, j'ai une grande bande orange sur tout le long devant. Et oui, bien sûr, c'est important. Qu'est-ce qu'on aurait oublié en sécu? Je crois qu'on a fait le tour ou il y en a encore? Manger, boire avant de partir, prévenir. Oui, pardon, prévenir que je suis quand con. on est arrivé aussi. Les barres de céréales dans la pochette étanche, de temps en temps, on a des gros coups, des gros coups de fatigue sur 2 heures, ça peut arriver. Et de l'eau. Et oui, si on a le gilet, non pas la banane, bien sûr, le petit camelbag, on embarque 1 litre d'eau, ça fait rien. Mais quand on est éclaté au milieu, se mettre à califourchon sur la planche et boire, c'est vraiment bien. On a oublié encore autre chose? On a quasiment fait le tour. Bah, faut un peu de motivation parce qu'une fois que vous avez tout ça, vous avez 30 kilos sur le dos, donc il va falloir pagayer plus fort pour arriver en bas. Alors ouais, attention au poids. L'idée, c'est que ça gêne. On parle une seconde du deflate. Le deflate, bien sûr que c'est sympa quand au lieu d'aller aux 300 mètres onshore, vous montez avec une 3 mètres carrés wing, vous allez vous coller à 2 bornes et puis il dit bah, comme ça j'ai 2 bornes de descente en démarrage. Ouais, mais la réalité c'est que testez-le avant parce que quel que soit le sac à dos que vous embarquez avec forcément la wing blindée de flotte qui est dans le dos, pour démarrer là, le coup ici, le fait d'avoir vraiment du poids ici et se mettre dans la puissance max et dans le cardio max avec ça, la capacité physique elle est réduite, donc le démarrage il est plus dur. Donc testez toujours avant de vous balancer en deflate à 5 bornes, balancez-vous à 600 mètres de la plage déjà, testez le truc et vous allez voir, ah ouais c'est pas la même, donc gaffe au poids, bien sûr. Tout ça c'est complexe, on ne va pas en parler plus que ça, on vous laisse avec la petite image du Parwing qu'on vous a mis juste avant. Pour tout ça, nous chez NatureKite, on peut vous faire essayer, si vous avez des doutes déjà sur les planches, venez essayer sur le flat plein de planches. On a 6 ou 7 planches que vous pouvez vous prêter pour essayer des formes et des volumes.
Ça va juste nous permettre, bien sûr, de ne pas voir si vous décollez, mais déjà de voir comment vous êtes à l'aise sur une 8 par 20 qui va faire peut-être 120 litres. On voit. Derrière ça, on vous parlera dans le détail du matos. Ok, une fois qu'on a fait ça, pour la partie sud, il y a des groupes de RAM. Il y a une communauté qui existe avec plein de groupes WhatsApp. En fonction du niveau, il va y avoir, par exemple, nous, on a 3 groupes. On a les Med Gliders. Donc ça, c'est un niveau de gens qui font des downwind de 15 bornes et jusqu'à 150 bornes. Bon, très bien. Après, il y a le groupe Fall Spirit. Alors, ce groupe-là, c'est le niveau intermédiaire. Peut-être des downwind entre 4 et 10 bornes. Puis après, on a créé Med Glander, nous. Parce que nous, on est arrivé un peu plus tard. Il a fallu nous y mettre. Et là, c'était les mauvais. Donc, ça démarre. On va ramer sur le flat. On va ramer à 300 mètres. On se fait des downwind de 2-3 bornes. Mais c'est sympa, en fait. Ne craignez pas. Nous aussi, on dit la logistique, c'est chiant. Mettre les trois bords dans la bagnole ou dans le camion. Non, c'est hyper sympa en fait. Entre potes, on monte, on part ensemble, on rame, on fait des départs ensemble, on arrive ensemble, on boit une petite bière ensemble. En fait, c'est tout le côté un peu sport collectif qu'on n'a pas quand on fait de la wing. Mais implicitement. Donc ça, c'est très sympa. N'hésitez pas à nous solliciter là-dessus parce que on va vous filer des conseils, on va vous faire tester du matos et on va vous intégrer dans les petites communautés qui font qu'on ne se décourage pas. C'est un peu long, mais c'est sympa. Ok ? On a tout dit ? Presque. Presque, hein, parce que quand même, on avait dit avant de démarrer, on fait concis là, parce qu'il y a tellement de choses à dire, sinon ça va durer trop longtemps. C'était certainement le plus long de tous les tutos, mais on espère qu'on a... C'est pas plus de 3 minutes normalement, c'est ça. Un tuto, ouais. Je sais pas si sur Insta ça va tenir ça. Hein. Ouais, c'était avant ça, c'était avant. Bon, on est désolé, c'est un peu long, mais il fallait que ce soit complet, parce que là, on a répondu à quasiment toutes les questions que tous les gens qu'on voit depuis 4-5 mois autour de nous se posaient. Donc, on est encore là pour y répondre au magasin. Toujours la même ligne, 04 94 21 97 57. Appelez-nous, puis on s'occupera de vous. On assistera à votre progression au mieux comme on le pourra et pour que ce soit toujours fun et sympa. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.